Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La tournée de Vital Kamerhe dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi en a profité pour lancer un appel aux rebelles du M23. La rébellion qui sème la terreur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, toujours en état de siège. La libre circulation des personnes entre le Botswana et la Namibie, les citoyens ne seront plus dans l'obligation de présenter leur passeport pour voyager entre les deux États. Et puis le lancement au Niger de la stratégie nationale de développement de la riziculture, un projet chiffré à 425,8 milliards de francs CFA. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'inquiétude de l'Union européenne relative au conflit au Tigré. Après les deux frappes aériennes survenues ce 13 septembre à Mekele, capitale de cette région située au nord de l'Éthiopie, l'UE a exprimé sa préoccupation, affirmant que cet incident met en danger, je cite, un espoir très fragile de paix. Dans un communiqué, le service européen pour l'action extérieure a affirmé, je cite, que les pourparlers de paix sont la seule façon d'avancer. Pour rappel, ces bombardements ont causé la mort d'au moins 10 personnes selon des médecins, un bilan auquel s'ajoutent également 14 blessés. Cet incident survient quelques jours après que les rebelles du TPLF aient accepté de participer à des négociations pour la paix orchestrées par l'Union africaine. Dans l'actualité également du changement à la tête de certaines wilayas en Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé de limoger 16 walis et 3 walis délégués. Une information divulguée ce 14 septembre par la présidence dans un communiqué. Sur cette liste figurent notamment les walis qui étaient aux commandes de Constantine, Sétif, Saïda ou encore Sidi Bel Abbès. La présidence n'a pour l'heure pas donné d'éléments précis sur les raisons de ce limogeage. Mais cette décision pourrait s'inscrire dans la continuité de la réunion organisée en janvier dernier entre le gouvernement et les walis, réunion durant laquelle le chef de l'État leur avait notamment demandé d'accroître les investissements pour développer leur wilaya, une requête qui était accompagnée d'une obligation de résultat. En République démocratique du Congo, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, a entamé ce 12 septembre une tournée dans l'est du pays, une région régulièrement secouée par des affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement du 23 mars. À l'heure où les rebelles occupent toujours la ville de Bunagana, située dans la province du Nord Kivu, il leur demande de déposer leurs armes. Nathalie Mou. La présence de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo depuis 1999 n'a pas permis de mettre fin à l'insécurité et à la prolifération des groupes rebelles. Face à la montée du sentiment anti-MONUSCO qui s'est généralisé depuis août 2022, le président du parti Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, appelle les Nations Unies à clarifier le rôle de la MONUSCO dans la pacification de l'Est de la RDC. Lors d'un meeting le 12 septembre, il a relevé l'impunité dans laquelle les groupes rebelles, notamment le M23, agissent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans le dernier rapport présenté au Conseil de sécurité par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, elle avait souligné avec force que le M23 ne se comporte plus comme un groupe armé, mais comme une armée conventionnelle. Le mandat de la MONUSCO était de traquer les groupes armés. Maintenant, le M23 se comporte comme une armée conventionnelle. Il y aura l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous voulons qu'ils disent clairement aux Congolais quel est le mandat accordé à la MONUSCO pour en finir avec les dissidents du M23. Quartier général Yawiko, Kampala. Donc, Ouganda. Dans l'Est congolais, le M23 occupe la ville de Bunagana, frontalière avec l'Ouganda, depuis juin 2022. Aux rebelles du M23, Vital Kamerhe a demandé de déposer les armes sans délai ni condition. Au gouvernement congolais, l'homme politique a proposé la déclaration du Nord Kivu et de l'Ituri, zone de sinistre, ainsi que la suspension des impôts dans ces provinces.
Je m'adresse au M23. Si réellement vous êtes Congolais comme nous tous ici, déposez vos armes. Vos revendications seront analysées après le dépôt des armes et après votre départ du lieu que vous occupez. Parce que nous sommes vraiment fatigués. Les gens meurent, les gens se déplacent. Nous disons ceci, M23 doit quitter Bunagana. Le problème du Congo, c'est d'abord à nous les Congolais d'y trouver la solution. Tous ces dossiers dont je viens de parler sont sur la table du gouvernement. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous état de siège depuis 16 mois. Une mesure dont l'objectif était de ramener la paix dans ces régions en attendant les départs anticipés de la MONUSCO avant 2024 sur exigence du président Félix Tshisekedi. Annoncé lors de sa rentrée politique le 22 août 2022, la tournée de Vital Kamerhe dans l'est de la RDC s'inscrit dans le cadre de consultations en vue d'un retour à la paix. Le Botswana et la Namibie accordent leur violon pour faciliter la libre circulation des personnes. Leurs ressortissants n'auront désormais plus à utiliser leur passeport pour voyager entre les deux États. Cette décision, prise lors de la session inaugurale de la commission binationale Botswana-Namibie, fait partie des stratégies inscrites dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les explications de Paul-Marcel Mayagi. C'est une première en Afrique australe en matière de libre circulation des personnes et des biens. Les gouvernements namibiens et botswanais ont convenu lors des travaux de la première commission binationale Botswana-Namibie tenue le 9 septembre 2022 d'abolir l'utilisation des passeports pour voyager entre les deux pays. Les présidents namibiens et botswanais Hage Geingob et Mogwesti Masasi affirment que cette décision, qui fait partie du programme global d'intégration régionale, devrait faciliter la circulation des personnes le long de la frontière commune. Nous parlons de l'unité africaine et ainsi de suite. Nous venons de terminer une discussion sur notre coopération et cela nous a montré à quel point nous sommes historiquement, traditionnellement et ethniquement proches. À travers cette coopération sécuritaire et informatique, nous sommes à mesure de dire si un citoyen est un criminel ou non et s'il est autorisé à se déplacer librement. Les procédures liées à la mise en œuvre de cet accord sont toujours au menu des échanges entre les deux parties et devraient être finalisées au cours des prochains mois en vue de leur entrée en vigueur dès 2023. Selon les données officielles, les exportations namibiennes vers le Botswana au cours des 20 dernières années sont passées de 134,47 millions de rands en 2000 à plus de 8 milliards de rands en 2020, tandis que celles du Botswana vers la Namibie sont passées de 96,9 millions de rands en 2000 à 1,1 milliard de rands en 2020. Une numérisation améliorée, il est tellement plus facile de supprimer la bureaucratie et de simplifier la vie de nos populations. Pour franchir cette étape, nous devons faire plus pour permettre à nos citoyens de gagner leur vie, de voyager et communiquer plus librement, plus facilement et plus économiquement. Les relations entre le Botswana et la Namibie contribuent grandement au développement des deux économies. En août 2022, les deux nations avaient suspendu leur importation agricole en provenance d'Afrique du Sud pour protéger leur industrie agricole locale. Désormais réconciliés, la Namibie et le Botswana ont connu un différend frontalier en 1992 à cause de l'île de Sédoudou, un réservoir faunique inhabité. Depuis 1999, l'île est la propriété du Botswana selon une décision de la Cour internationale de justice. Augmenter de façon durable la production nationale de riz, c'est l'objectif que s'est donné le Niger en lançant ce 13 septembre sa stratégie nationale de développement de la riziculture. Ce projet, qui s'étend sur une période de 10 ans, est estimé à 425,8 milliards de francs CFA. Objectif affiché, produire d'ici 2030 plus d'1 million de riz paddy. Les détails avec Marie-Colette Babasagana. Une nouvelle feuille de route pour la stratégie nationale de développement de la filière du riz SNDR 2021-2030 a été lancée mardi 13 septembre 2022. L'objectif, selon les autorités, est de contribuer à moyen terme à une augmentation durable de la production nationale de riz en quantité et en qualité. Cela afin de satisfaire à long terme les besoins et les exigences des consommateurs nigériens et envisager de l'exporter sur les marchés sous-régionaux et internationaux.
La priorité sera accordée aux activités relatives à l'accroissement des superficies exploitées et une meilleure gestion des ressources en eau, la promotion et l'amélioration de l'utilisation des semences améliorées, des fertilisants et produits phytosanitaires. À cela s'ajoute la mécanisation de la riziculture, l'amélioration de la qualité du riz local par l'utilisation de matériel et équipements de traitement post-récolte adéquats, la promotion de l'accès du riz local au marché national et sous-régional. Selon le ministre de l'Agriculture, Dr Alambedi Abba Issa, qui a présidé la cérémonie, cette stratégie dont le coût est estimé à 425,8 milliards de francs CFA sur les 10 ans, dont 286,89 milliards de francs CFA pour la phase 2021-2025 et 139 milliards de francs CFA pour la phase 2026-2030, devrait permettre de passer de 128 000 tonnes en 2021 à 1,458 millions de tonnes en 2030, soit 948 000 tonnes de riz blanchi. L'économie du Niger repose à 85% sur l'agriculture. Près de 85% des emplois au Niger sont dans le secteur agricole. Donc je pense que c'est un secteur assez vital pour l'économie du Niger et aussi pour la population. On sait que malheureusement les populations africaines, dont le Niger en particulier, souffrent malheureusement du manque d'autosuffisance alimentaire. Donc le fait pour le Niger de pouvoir développer son agriculture et d'intensifier son agriculture avec un plan stratégique entre 2021 et 2030 va permettre non seulement de développer l'agriculture du Niger, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, exporter d'autres produits alimentaires dans les autres pays africains. Et rappelons que la riziculture est principalement pratiquée dans les vallées du fleuve Niger au niveau des départements de Tillabéri et de Dosso. Le secteur fournit des moyens de subsistance à plus de 2,3 millions de personnes. Le Rwanda a abrité du 12 au 13 septembre le 6e sommet sur l'aviation en Afrique. L'occasion pour les participants de plancher sur la relance du secteur aérien qui a subi des pertes considérables en raison du coronavirus. À l'ouverture du sommet, le président Paul Kagame a insisté sur la libéralisation du transport aérien. Joël Balou. Avec 19 milliards de dollars de pertes cumulées entre 2020 et 2021, les compagnies aériennes africaines ont souffert de la pandémie de Covid-19. 3 ans après le début de la pandémie, le transport aérien africain, malgré la reprise des voyages internationaux, peine à retrouver sa forme d'antan. À l'occasion de la 6e conférence sur l'aviation en Afrique, qui s'est ouverte au Rwanda le 12 septembre 2022, le président Paul Kagame insiste sur la libéralisation du transport aérien pour accélérer la reprise de l'industrie aéronautique sur le continent. La poursuite de la libéralisation du transport aérien en Afrique peut agir comme un catalyseur pour accélérer la reprise de l'industrie en augmentant la connectivité, en stimulant la demande et la création d'emplois. Selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien, le secteur pourrait atteindre 67 millions de passagers courant 2022, soit une hausse de 55,81%. Des prévisions qui passent par une amélioration de la connectivité en Afrique, le renforcement des capacités du personnel dans toute la chaîne de valeur de l'aviation. After all, aviation is a hugely attractive career for young people. Après tout, l'aviation est une énorme carrière attrayante pour les jeunes en Afrique. En tant que point de rencontre pour les secteurs publics et privés, ce sommet est la meilleure plateforme pour stimuler la conversation sur l'emploi et les compétences. Avec la faillite de cette compagnie africaine durant la période Covid-19, le secteur aéronautique s'est engagé à soutenir directement 6,2 millions d'emplois et à contribuer pour 56 milliards de dollars au PIB régional africain. Pour le président Paul Kagame, l'heure est venue de donner la priorité à l'utilisation des données et des technologies numériques pour rendre l'aviation africaine plus fiable, plus abordable. L'IATA prévoit une croissance du trafic aérien de 5,7% par an en moyenne jusqu'en 2034. Nous l'évoquions tout à l'heure, le renforcement de la coopération entre la Namibie et le Botswana. Eh bien, cette coopération se fait aussi sur le plan sportif. Les deux États entendent déposer une candidature conjointe pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2027. Une volonté réaffirmée par le président namibien Hage Geingob lors de la session inaugurale de la commission binationale Botswana-Namibie, Roberto Bogbe.
Mobiliser les acteurs respectifs du secteur privé pour qu'ils s'associent au gouvernement de Namibie et du Botswana afin de garantir le succès de la candidature pour l'organisation de la CAN 2027. Tel est l'objectif des autorités namibiennes et botswanaises qui invitent leurs homologues d'Afrique australe et orientale à rallier leur candidature. Un processus qui, s'il aboutit, permettra au pays d'en tirer d'énormes opportunités. Il faut peu de choses pour que deux pays se rassemblent. Leurs populations sont de grands fans de football. C'est l'opportunité pour eux de développer leurs infrastructures, ce qui jusqu'ici est un phénomène si vous regardez le cas de la Namibie où ils doivent jouer leurs matchs hors du pays. Ceci donnera également l'opportunité aux jeux d'être diffusés sur toutes les plateformes d'information à travers le pays. La dernière fois que la COSAFA, le Conseil des associations de football en Afrique australe, a abrité une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2010 en Angola. 108e au classement FIFA pour la Namibie et 146e pour le Botswana, les acteurs des deux pays veulent redynamiser leur confédération régionale en abritant cet événement majeur. Au-delà du football, la CAN est une niche en termes de tourisme, de développement d'infrastructures et bien d'autres à forte valeur ajoutée. Les deux pays pourraient subir la transformation qu'on a vue en Afrique du Sud, avec probablement des routes de train modernes, le tramway. Il y a de quoi avoir de gros bénéfices si leur candidature est validée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux pays le reconnaissent, l'accueil de la CAN nécessite la mise à niveau de leurs infrastructures sportives, ce qui impose des investissements importants. Le Botswana et la Namibie ont été rejoints dans la course à la candidature par la Zambie, le Burkina Faso et le Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.